14 avril 1988. Un navire de guerre américain, valant plusieurs millions de dollars, s'apprête à naviguer directement dans un piège mortel tendu par l'Iran. À 16h45, les vigies à bord de l'USS Samuel B. Roberts aperçoivent un objet dans l'eau, puis un autre, et encore d'autres formes sombres qui se trouvent juste sous la surface. Au début, les vigies ne s'inquiètent pas, pensant que les objets sont simplement des dauphins nageant autour du navire. Mais à mesure que le navire de guerre s'approche, la terrible vérité se révèle. Ce ne sont pas des dauphins, ce sont des mines. Le navire entre dans un champ de mines, déclenchant en quelques minutes une série d'événements menant à la plus grande bataille navale américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Le commandant Paul Rhin, le capitaine du navire, reçoit la nouvelle depuis sa vigie et prend le contrôle de la situation. Il saisit l'interphone et fait une annonce à l'équipage. « Je crois que nous sommes dans un champ de mines. Allez tous à vos postes de combat, au-dessus du pont principal. J'ai confiance en notre capacité à nous en sortir. » Le commandant Rhin ordonne au timonier de reculer hors du champ de mines à vitesse minimale. Il espère simplement faire marche arrière, exactement sur le même trajet qu'ils ont emprunté, pour entrer dans la zone et s'échapper. Les marins indemnes se précipitent à leur poste, et l'équipage retient son souffle. Ils savent que chaque mouvement, chaque virage et chaque minuscule ajustement fait la différence entre la survie et la catastrophe. Les secondes passent, puis les minutes. Pendant un bref instant, il semble que Roberts va réussir à s'en sortir. Puis, vers 17h10, la catastrophe frappe. Une mine de contact SADAV 02 explose directement sous le navire. Un trou de 15 pieds est percé net à travers la coque. La quille du navire, la colonne vertébrale structurelle du bâtiment est complètement brisée. L'eau de mer inonde la salle des machines. Sur la passerelle, l'onde de choc projette le commandant Rhin à travers la passerelle, et il se casse le pied gauche à l'impact. La situation devient instantanément incontrôlable. L'eau déchaînée arrache complètement les énormes turbines à gaz de leur support. L'impact détruit d'autres machines vitales. Le navire perd toute alimentation électrique, les lumières s'éteignent, et les compartiments inférieurs sont plongés dans l'obscurité totale. Une fumée toxique provenant des incendies envahit l'air. Lorsqu'un navire de guerre subit ce genre de dégâts catastrophiques, il n'y a généralement qu'une seule issue. Le bâtiment se brise en deux et sombre dans les profondeurs obscures. Le commandant Rhin refuse de laisser cela arriver. Son équipage s'est préparé de façon obsessionnelle à ce cauchemar précis. Ils ont passé des heures à s'y préparer, et sont prêts au pire absolu, expliquera plus tard Rhin. Cet état d'esprit. Nous avons répété, et nous nous sommes entraînés jusqu'à ce que l'équipage soit certain que nous pouvions tout faire plus vite et mieux que les autres. Au lieu d'abandonner leur navire, l'équipage se bat pour le sauver. Les équipes de contrôle des avaries entrent immédiatement en action, isolent les compartiments inondés et combattent les incendies. Une équipe formée d'un technicien sonar, d'un ajusteur, d'un cuisinier, d'un opérateur radio et d'un maître d'équipage installe un système d'alimentation de secours en 22 minutes. Tandis que d'autres marins rampent dans des couloirs enfumés, transportant du matériel et secourant des blessés, cela dure 7 heures éprouvantes. Le commandant Rhin se voit offrir d'abandonner le navire, mais refuse. Et à la fin, contre toute attente, l'équipage parvient à remettre de l'ordre dans le chaos. Ils stabilisent le navire, éteignent les incendies et empêchent l'inondation de se propager davantage. Grâce à leur détermination et à un entraînement acharné, le Samuel B. Roberts est sauvé. 10 marins sont grièvement blessés, 4 sont gravement brûlés, mais miraculeusement, pas une seule vie n'est perdue. Le navire de guerre est remorqué jusqu'à un port proche pour des réparations. L'équipage a sauvé le navire. Mais comment un navire de guerre américain ultramoderne s'est-il retrouvé piégé dans un champ de mines mortel ? La brutale guerre Iran-Irak en était à sa 7e année. Les deux nations cherchaient à priver l'autre de ressources et ont commencé à attaquer agressivement les navires marchands non armés dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis sont intervenus, orchestrant l'opération Ernest Will. C'était l'une des plus grandes opérations de convoi naval du XXe siècle. Des dizaines de navires de guerre américains lourdement armés, dont le Samuel B. Roberts, ont été déployés pour escorter en sécurité les pétroliers koweïtiens à travers les tirs croisés. Un jour après que le Roberts ait été touché, des plongeurs de la marine sont retournés sur les lieux de l'incident et ont sorti en toute sécurité certaines des mines de l'eau pour les inspecter. En vérifiant les numéros de série des mines, il devient parfaitement clair qui les a posées. Iran. La preuve est indéniable, et l'Amérique s'apprête à lancer une riposte ciblée et limitée.
Les États-Unis avaient déjà surpris l'Iran en train de poser des mines dans le Golfe. Ils ont averti le gouvernement du pays, dirigé par le guide suprême Rouhollah Khomeini, que toute nouvelle tentative de perturber la navigation entraînerait une riposte militaire. L'Iran a complètement ignoré l'avertissement. Pour le président Ronald Reagan, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il a autorisé une frappe militaire de représailles immédiates contre des cibles iraniennes. L'Amérique voulait se venger. Les commandants américains préparent un plan de bataille, cibles identifiées, objectifs fixés, groupe d'action de surface, SAG, assemblés. L'opération menthe religieuse est née. Il ne reste plus qu'à appuyer sur la gâchette. L'aube se lève, le 18 avril. Les forces américaines sont en position. L'Iran n'a aucune idée de ce qu'il attend. 3 groupes SAG reçoivent des missions spécifiques. Chaque groupe se compose d'un navire d'assaut amphibie et de UX escorteurs lourds. La mission du groupe Bravo est d'attaquer et de détruire les plateformes pétrolières Sassan et Rakash, toutes deux utilisées comme base militaire. Pour le groupe SAG des gardiens de la révolution iranienne, l'objectif de Charlie est de neutraliser la plateforme pétrolière de Syrie. La mission de Delta est encore plus mortelle. Ils doivent éliminer un navire de guerre iranien, en réponse à l'attaque du Samuel B. Roberts. Leurs principales cibles sont les frégates de la classe Sam, le Sahand et le Sabalan. Ces 2 navires sèment le chaos dans le Golfe, attaquant des navires neutres, même après la reddition de leurs équipages. Les 2 sont considérés comme des cibles prioritaires de l'autre côté du détroit d'Ormuz, dans la relative sécurité du golfe d'Oman. Attend le groupe de combat Foxtrot, composé du porte-avions USS Enterprise et de ses navires d'escorte. La mission de Foxtrot est d'éviter la zone de conflit, prêt à fournir un soutien aérien. Toutes les pièces sont maintenant en place. Et la partie peut officiellement commencer vers 8h du matin. Les avions d'attaque A6 Intruder et les chasseurs F-14 Tomcat décollent du pont du porte-avions. Ils décollent pour traquer les frégates iraniennes. Les avions d'attaque légers, LTV-A7, Corsair 2, restent en alerte sur le pont, et un avion de guet aérien E-2 Hawkeye est également prêt à intervenir. Le groupe SAG et Bravo approche sa première cible, la plateforme pétrolière Sassan. Ce groupe SAG était composé de 2 destroyers, l'USS Merrill et l'USS Lynn McCormick, ainsi que du navire de transport amphibie, l'USS Trenton. À l'approche de la plateforme, les États-Unis lancent un ultime avertissement. Le capitaine James Perkins diffuse un message du Merrill en anglais, arabe et farsi. Le message est direct. Le Sassan va être attaqué, et tous les ouvriers iraniens à bord ont 20 minutes pour évacuer. Certains fuient sur des remorqueurs, d'autres restent sur place, se cachant et prêts à se battre. À l'expiration du délai, SAG Bravo déchaîne l'enfer. Sur la plateforme pétrolière, les destroyers américains ouvrent le feu, ciblant la structure avec des canons navals de 5 pouces. Les premiers obus explosent loin de la plateforme. Dernière chance de se rendre. Les Iraniens refusent. Ils pointent leurs canons anti-aériens bitubes de 23 mm vers les navires de guerre. Ils ouvrent le feu. C'est une erreur fatale. Leurs armes ne font pas le poids face aux destroyers américains, et beaucoup de projectiles manquent leur cible. Le Merrill neutralise facilement les armes iraniennes, tandis que les hélicoptères AH-1 Cobra des Marines s'approchent de la plateforme et lancent des missiles Tioubou pour éliminer la résistance restante. Les Iraniens restants réalisent qu'ils n'ont aucune chance de survivre et demandent un cessez-le-feu. Un remorqueur retourne vers la structure fumante pour évacuer les membres des gardiens de la Révolution. Une fois la plateforme pétrolière évacuée de toute présence humaine, une escouade de Marines descend en rappel rapide sur la structure, collecte des renseignements et place 540 kg d'explosifs. C4. Quelques minutes plus tard, le poste iranien explose dans une boule de feu visible à des kilomètres. Une cible était complètement anéantie, mais la flotte américaine n'en a pas fini. Simultanément, le groupe SAG et Charlie lance une frappe similaire sur la plateforme pétrolière Syrie. Le commandant du groupe SAG lance le même avertissement de 21 minutes. Évacuez ou mourrez. Plan simple, les destroyers détruisent les défenses de la plateforme par des tirs, puis envoient une équipe de Navy Seals pour l'assaut final. 25 minutes après l'avertissement, les destroyers tirent. L'USS Bagley et l'USS Wainwright lancent un barrage d'obus de 5 pouces et de tirs de canon de 76 mm sur la plateforme. Les gardiens de la Révolution ripostent encore, utilisant des canons anti-aériens incapables d'atteindre les navires de guerre américains. Des hélicoptères Cobra ouvrent la voie pendant que les Navy Seals attendent dans un hélicoptère de transport. Les canons anti-aériens iraniens ne menacent pas les navires de guerre, mais obligent les hélicoptères américains à se retirer. Le SAG doit donc utiliser uniquement les tirs navals pour détruire la plateforme pétrolière.
Des obus lourds frappent avec la structure, provoquant incendies et explosions qui fragilisent la plateforme, fondant sous l'intensité de l'attaque. Le commandant du SAG prend la décision. Il n'est plus nécessaire de lancer l'assaut au sol. Les SEALs retourneront à la base. L'opération Praying Mantis se déroule comme prévu. 2 plateformes pétrolières ont été détruites avec succès. Et le SAG Bravo est déjà en route vers sa prochaine cible, la plateforme pétrolière Rakash. Ils sont à mi-chemin, lorsque Washington donne un ordre soudain. Ils annulent l'attaque contre la plateforme Rakash. C'est une pause de l'armée américaine pour relâcher la pression et désamorcer la situation. C'est un moment crucial. L'Iran a l'occasion de reculer et d'accepter sa défaite. L'Amérique a réagi violemment à la pose de mine contre le Samuel B. Roberts, éliminant 2 cibles majeures. Un message clair a été envoyé, et l'Iran se voit offrir la possibilité de survivre pour se battre un autre jour. Les États-Unis offrent leur clémence, mais l'Iran refuse de l'accepter. Vers 11h, les gardiens de la révolution iranienne déploient un essaim de petits hors-bord Boghammer dans le golfe Persique, équipés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes. Leur mission est de semer le chaos, en tirant sur tous les navires rencontrés, qu'ils soient militaires ou civils, sans distinction. Le commandement américain reçoit de nombreux appels signalant des attaques contre divers navires. Des vedettes rapides attaquent une plateforme pétrolière panaméenne et un pétrolier britannique. Un navire de ravitaillement américain est aussi touché par les Boghammer. Le temps de la désescalade est terminé. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à l'Iran de continuer à attaquer des navires marchands innocents. Washington laisse tomber toute retenue. Les commandants dépêchent des avions d'attaque A-6 Intruder. Ces avions d'attaque subsoniques, capables d'opérer par tous les temps, traquent les vedettes rapides et larguent des bombes à sous-munitions Rocaille. Une vedette est coulée, d'autres endommagées. Les survivants fuient vers l'île d'Abu Moussa, sous contrôle iranien. Une frappe d'avertissement chirurgical vient de se transformer en une véritable guerre navale. Puis, le radar s'illumine. Un navire iranien se dirige directement vers la flotte américaine. C'est le patrouilleur Joshan. Vers midi, le Joshan s'approche dangereusement du groupe Charlie. À bord de l'USS Wainwright, le capitaine James Chandler observe son écran radar. Il sait exactement de quoi ce bateau ennemi est capable. Les services de renseignement confirment que le Joshan est le seul navire iranien doté d'un missile anti-navire Harpoon. Chandler refuse de donner au Joshan l'occasion de tirer, mais il veut aussi éviter une escalade inutile. Il envoie un avertissement clair par radio, puis un autre, puis encore un autre. À chaque fois, le capitaine iranien ignore les appels des Américains. Le capitaine de corvette Abbas Malek répond calmement « Je fais mon devoir, je suis en eau internationale, et ne mènerai aucune attaque provocatrice. » Chandler émet 5 avertissements, et garde ses radars de tir verrouillés sur la coque ennemie. À 12h15, le Joshan n'est plus qu'à 13 miles. Chandler envoie un dernier message parfaitement clair. « Arrêtez et abandonnez le navire. J'ai l'intention de vous couler. » Le Joshan refuse de s'arrêter. Il verrouille son propre radar sur le Wainwright et lance son Harpoon. Cela déclenche le seul duel de missiles entre navires de l'histoire de la marine américaine. Un Harpoon est une bombe volante. Il rase la surface des vagues. À 600 miles à l'heure, le Wainwright lance instantanément des cartouches de paillettes et déclenche des contre-mesures électroniques pour aveugler le missile arrivant. Le missile passe à tribord. Il manque la coque américaine de seulement 30 mètres. Chandler contacte l'USS Simpson et donne l'ordre de tirer. Quelques secondes plus tard, un missile est tiré, accélérant jusqu'à 3000 km/h et percutant le flanc du Joshan. À peine 15 secondes plus tard, 4 autres missiles suivent. Le Joshan devient vite une épave en feu. Les navires américains s'approchent et l'achèvent avec une dernière salve d'artillerie lourde. L'océan est maintenant en feu. Pourtant, l'Iran refuse de reculer. Il décide d'intensifier le conflit dans les airs. Des chasseurs F-4 Phantom décollent et s'approchent de l'USS Wainwright. Le navire de guerre américain les suit au radar. Près de Sakshali, le capitaine Chandler donne l'ordre. Le navire tire une paire de missiles RIM-67 standard. L'un touche sa cible et fait exploser un F-4 en vol. Les 2 autres font demi-tour et s'enfuient. La contre-attaque aérienne est un échec total. Toute armée rationnelle se rendrait. L'Iran, à court d'options, et refusant toujours de désamorcer l'escalade et d'admettre sa défaite, choisit de redoubler d'efforts et se tourne vers son dernier atout. Les 2 frégates de classe Sam, Sahand et Sabalan. La marine américaine traque précisément ces navires de guerre. Vers 13h, le groupe Delta repère le Sahand, juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz. L'amiral Anthony Less ordonne à des avions de reconnaissance de décoller pour confirmer visuellement la cible.
Un A6 Intruder piloté par le commandant Arthur Bud Langston s'approche pour examiner la cible de plus près. Les Iraniens ouvrent le feu, utilisant des armes anti-aériennes et des missiles solaires pour tenter d'abattre le jet de Bud. Bud les évite et avertit calmement. « Je vais vous couler dans 5 minutes. » Il donne à ceux qui sont à bord une brève chance d'évacuer. Ensuite, il tient sa promesse. Il tire un missile Harpoon. Il explose juste derrière la passerelle du navire. D'épais panaches de fumée s'élèvent dans le ciel. l'A6 de Bud et d'autres avions utilisent ensuite des bombes guidées par laser et des munitions à fragmentation. Le Sahand est complètement submergé. Il brûle pendant 4 heures, puis l'incendie atteint les soutes à munitions. Le navire entier explose dans une énorme détonation. On estime que 45 membres d'équipage ont péri dans l'explosion. L'Iran a perdu une frégate, mais tente une dernière chance en envoyant le Sabbalan dans le golfe Persique. Le lieutenant-commandant James Engler repère la frégate depuis le cockpit de son A6 Intruder et plonge vers elle, larguant une bombe guidée par laser de 500 livres directement dans la cheminée du Sabbalan. L'explosion interne éventre le navire de l'intérieur. La poupe commence immédiatement à couler. Les avions américains tournent au-dessus, prêts à achever le travail, puis l'ordre tombe. Washington ordonne à l'armée de se tenir en retrait. Le président Reagan estime que les Iraniens en ont assez subi. Pendant une journée, le Sabbalan fumant est lentement remorqué vers le port. Au coucher du soleil, l'Iran a perdu 2 plateformes pétrolières massives. Le Sahand, le Joshan et 3 vedettes rapides sont détruites. Un F-4 Phantom a été abattu. 56 Iraniens sont morts. En seulement 8 heures, les États-Unis ont anéanti la moitié de la flotte de surface opérationnelle de l'Iran. A l'inverse, l'armée américaine n'a perdu qu'un hélicoptère et 2 membres d'équipage. C'était un massacre extrêmement efficace et à sens unique. L'Iran a eu d'innombrables occasions de céder, mais l'Iran a refusé. Cette démonstration terrifiante de domination technologique incarne exactement la même précision que l'Amérique et Israël déchaîneraient des décennies plus tard. Pour voir exactement comment un essaim de chasseurs israéliens a réussi l'assassinat parfait du chef suprême du régime dès le premier jour d'une nouvelle guerre, cliquez sur la vidéo à l'écran tout de suite, et on se retrouve sur le prochain champ de bataille.